Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo dédiée à Heidegger et la philosophie moderne. Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'analyse très pertinente de Heidegger sur les concepts de subjectivité, la philosophie donc moderne, donc la philosophie du sujet, et les réflexions très pertinentes et très profondes, les réflexions philosophiques heideggeriennes sur ce qui caractérise la philosophie moderne. Bien évidemment, il y aura de références, de relations conceptuelles, de rapports conceptuels avec la vérité, le concept de vérité et ensuite de la science. Mais à fur et à mesure, je vous dirai, puisque j'envisage de dédier à la pensée de Heidegger plusieurs vidéos. Ceci étant dit, je voudrais dire deux mots sur la vie de Heidegger. Heidegger qui est Martin Heidegger, le plus grand philosophe, ou en tout cas considéré parmi, sinon carrément le plus grand philosophe du XXe siècle. Et pas que, en tout cas, un de ces philosophes qui ont marqué la pensée donc tous les philosophes ont marqué la pensée, l'histoire de la pensée philosophique, bien sûr, mais il y en a certains qui l'ont marqué d'une façon particulière, comme par exemple à l'époque moderne et contemporaine, sans refaire toute l'histoire de la philosophie. L'intérêt pour Heidegger s'est répandu partout. Il y a un grand intérêt pour Heidegger au Japon. Et aussi, il a été traduit aussi dans la langue asiatique, en japonais. Donc, ce sont des philosophes qui rayonnent, qui ne se limitent pas uniquement dans les frontières. La pensée n'a pas de frontières, les frontières européennes. Il n'y a pas de confins, il n'y a pas de frontières. Rapidement sur Heidegger, il naît en 1989 dans le Grand-Duché de Bade. Martin Heidegger reçoit une formation catholique et il était destiné à devenir jésuite, donc rentrer dans l'ordre religieux des jésuites, devenir prêtre, donc jésuite. Mais il quitte le séminaire il fait le choix entre la théologie et la philosophie, choisit la philosophie. Et donc pour toute une série de raisons que je n'examinerai pas ici et qui nous amèneraient trop loin par rapport au sujet que nous allons aborder aujourd'hui, la soi-disant incompatibilité ou alors la compatibilité très très limitée entre la théologie et la philosophie. Et en tout cas, il choisit d'être philosophe et il devient titulaire à l'université de Fribourg à partir de 1928. En 1933, avec l'avènement du nazisme, il est élu le recteur de cette université, mais peu de mois après, il démissionnera. Donc, il y a eu quelques mois de coopération sur le plan administratif avec le régime nazi. Il donne sa démission et en 1934, Heidegger sort de cette collaboration. En tout cas, c'est un argument épineux, le fait que Heidegger ait accepté être recteur de l'université de Fribourg pendant le régime nazi. Je ne rentre pas dans ces problèmes épineux qui encore aujourd'hui marquent les polémiques, concernent les polémiques sur Heidegger. Je voudrais citer, il écrit énormément, il y a l'édition, je ne sais pas si elle de nos jours a été complétée, mais je pense que oui, l'opera omnia, c'est-à-dire toutes les œuvres de Martin Heidegger, soignées donc justement en Allemagne. Je crois qu'il y a 108 volumes en total. Et grand chef-d'œuvre de Heidegger est déjà Être temps, Sein und Zeit, en 1927, pour citer aussi d'autres
d'autres ouvrages comme magnifiques, hein, très profonds et très célèbres, lus encore aujourd'hui. Qu'est-ce que la métaphysique en 1929, Kant et les problèmes de la métaphysique en 1929 aussi, les chemins qui ne mènent nulle part en 1950, qu'appelle-t-on penser en 1951 et la question de la technique très célèbre en 1953. Donc ce sont des conférences aussi. Hein. Je vous conseille, donc je vous les montre ici, ces volumes qui sont d'un intérêt extraordinaire et que je vous conseille vraiment de lire, vraiment on se rend compte de l'importance et de la profondeur de la pensée heideggerienne. Vous avez ici, donc, dans ces questions 1 et 2, donc, question 1 et 2, Martin Heidegger, question 1 et 2, de Heidegger, où vous trouvez qu'est-ce que la métaphysique, Hegel et les Grecs, que je mentionnerai au cours de cette vidéo, identité et différence, contribution au concept d'être, etc., etc. Donc, des conférences, des réflexions extrêmement intéressantes, intelligentes bien sûr. Cet ouvrage aussi, Chemin qui ne mène nulle part, qui constitue aux éditions telles Gallimard, qui constitue un véritable chef-d'œuvre aussi, qu'on soit heideggerien ou pas, les Holzweg, chemin qui traduit chemin qui ne mène nulle part, sont finalement, juste une petite parenthèse, parce que pour comprendre la lecture de ces textes, les Holzweg, c'est en allemand les chemins de forêt, les chemins de forêt, les chemins de bois coupé, les chemins du bois. Et on sait que Martin Heidegger adorait la nature, aimait la nature, et il se promenait dans les bois, dans la forêt. Et donc, ce texte est intitulé par Holzweg. Holzweg, pourquoi? Parce que selon Heidegger, la pensée humaine c'est un errer, c'est-à-dire dans une errance, c'est-à-dire non pas le fait de faire des erreurs, mais de vagabonder. Hein. La pensée humaine, elle est vagabonde, elle se déploie d'une façon permanente, sans jamais arriver à un point définitif et acquis, comme quelque chose d'irréductible. Les Holzweg, donc, sont vraiment très, très, très intéressants à lire, je vous les conseille vraiment. Holz, qui veut dire forêt, Holz aussi comme bois coupé, chemin du bois, Holzweg, les chemins du bois que notre philosophe parcourait. Il y a d'ailleurs comme conférence, comme texte d'ouverture, l'origine de l'œuvre d'art, très célèbre, l'origine de l'œuvre d'art, bien sûr, de Heidegger. Bien, une fois présenté ces textes, je dis encore quelques mots sur la vie de Heidegger, et puis je commence avec une analyse très intéressante, qui n'est pas donc, essentiellement de Heidegger, mais pas que de Heidegger. Mais on se concentre sur lui. Heidegger qui trouve ses racines philosophiques et ses formes chez Husserl, le fondateur de la phénoménologie. Il a été, Heidegger, profondément influencé par les concepts fondamentaux du fondateur de la phénoménologie, c'est-à-dire Edmund Husserl. Il s'en détachera et prendra ses distances avec Sein und Zeit, et prendra aussi la chaire à l'université de Husserl, hein, donc Heidegger qui devient professeur universitaire. Les apports conceptuels rapidement que nous développerons dans d'autres, synthétiquement bien sûr, dans d'autres vidéos, c'est que la question essentielle abordée par Heidegger à la réflexion sur l'être,
c'est-à-dire l'être comme sol, comme terrain fondamental de la pensée, source fondamentale de notre existence. Selon Heidegger, la question de l'être n'a pas été suffisamment ou quasiment du tout pensée, analysée. Selon lui, on y reviendra, j'en dis juste deux mots pour le présenter, toute la métaphysique occidentale est caractérisée par l'oubli de l'être. Donc il faut reprendre cette réflexion sur l'ontologie, et distinguer la réflexion sur l'être de la réflexion sur l'ontique, c'est-à-dire sur les étangs, ce qui est, et les distinguer de l'être. Donc le concept de temps, défini comme un être concret et particulier, qui existe dans la réalité empirique, et les concepts d'être avec le E majuscule comme la source de toute chose. Et on verra donc les concepts de Dasein, l'être là, ou plus précisément, selon, il fallait traduire en français, selon Heidegger, l'être le là, les concepts de déréliction d'analytique existentielle et de facticité. Mais sur ces concepts, nous y reviendrons. Alors, venant au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je ferai référence souvent aux questions 1 et 2 dans ces conférences réunies dans ces textes et aussi dans Holzweg, chemin qui ne mène nulle part de Heidegger. La philosophie moderne, la réflexion de Heidegger sur la philosophie moderne, donc l'analyse heideggerienne de la philosophie moderne, est d'essayer de comprendre la naissance de la philosophie moderne et qu'est-ce qui caractérise la philosophie moderne par rapport à la philosophie grecque, à la philosophie antique. Le problème de la philosophie moderne est un problème qui se base sur le problème de la non-coïncidence entre la certitude et la vérité. La philosophie moderne, donc Heidegger en parle et approfondit ces sujets par rapport par exemple à la différence entre la philosophie moderne et la philosophie antique. On trouvera aussi deux concepts très intéressants dans Hegel et son concept de l'expérience, c'est-à-dire la vision de la philosophie grecque que nous allons voir, et aussi dans la fameuse conférence sur l'époque des conceptions du monde, les Weltanschauungen, ou or le Weltbild, donc la philosophie moderne comme image du monde, le développement de l'image du monde. Donc qu'est-ce qui caractérise le temps moderne? Le Bild en allemand comme image, Welt veut dire monde, Weltbild, donc l'image du monde, ce qui est la philosophie moderne, nous allons voir pourquoi. Dans cette conférence, l'époque des conceptions du monde, Heidegger, pour méditer sur l'essence des temps modernes, affirme que l'essence du temps moderne, pour comprendre l'essence des temps modernes, il faut poser, et de la philosophie moderne, il faut poser la question de la conception moderne du monde. Neuzeitliches Weltbild, donc ce sont les termes heideggeriens, Neuzeitliches Weltbild, conception moderne du monde, la conception Neuzeit, la conception du temps nouveau, donc les temps nouveaux sont les temps modernes par rapport à la philosophie grecque. Donc, naît donc une philosophie qui est image du monde. Dans les temps modernes, l'homme moderne ne se représente le monde que comme une image. C'est très intéressant parce que ce n'était pas le cas de Grec, nous allons voir. Je vais voir au fur et à mesure que je développe les concepts mis en évidence par Heidegger, réfléchis par Heidegger, mais pas bien d'autres philosophes aussi.
si parler aussi de la science. Sinon, je renverrai tout ça je reporterai tout ça à une autre vidéo. En tout cas, qu'est-ce qui caractérise la philosophie moderne? Donc déjà, j'en ai dit donc quelques mots. Donc selon l'analyse heideggerienne, et pas que, mais en tout cas essentiellement selon l'analyse heideggerienne, parce qu'on parle de Heidegger. La philosophie moderne, le problème de la philosophie moderne réside dans la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme Hegel avait déjà, bien sûr, bien avant Heidegger, avait déjà mis en évidence, la philosophie moderne est caractérisée par la scission du sujet pensant et de la réalité. Comme je disais, il y a le problème de la représentation, c'est-à-dire qu'il y a une scission entre le sujet pensant et le réel, la réalité. Le sujet qui pense donc la réalité est le sujet, à savoir qu'à partir de Descartes, j'ouvre une petite parenthèse, à savoir qu'à partir de Descartes, le sujet, quand on parle du sujet, on parle toujours du sujet pensant, c'est-à-dire du sujet qui pense, qui se représente, qui est capable de se représenter le réel et d'avoir conscience de sa représentation, outre avoir, comme dira Leibniz, avec ce terme forgé par Leibniz, la perception de soi-même, c'est-à-dire la conscience de ce qui est représenté par le sujet lui-même. Donc, que le sujet pensant est celui qui possède la conscience de soi-même, de soi, et qui est conscient d'être conscient. Donc, le sujet pensant, à partir de Descartes, ne peut être que l'homme. Pas un animal, pas un objet animé sans conscience ou un objet inanimé. Le sujet pensant, donc le problème est la relation qui n'est plus acquise entre le sujet pensant, entre le cogitans, c'est-à-dire celui qui pense, cogitare en latin veut dire penser, en français nous avons le verbe cogiter et on le dit assez souvent dans le langage courant, je cogite, donc ça veut dire je pense, je réfléchis. Le sujet pensant est celui qui cogite, donc le cogitans, et il cogite quoi? Il pense quoi? Il pense l'objet, c'est-à-dire ce qui est réellement, qui est dans la réalité, détaché en dehors de lui-même, en dehors du sujet pensant. L'objet pensé s'appelle en latin le cogitatum, c'est-à-dire ce qui est pensé. Et ce qui est pensé par qui? Par le sujet pensant, c'est-à-dire le sujet qui pense. Donc, dans la philosophie moderne, nous avons entre le sujet pensant et l'objectum, donc le cogitans et le cogitatum, qui est l'objectum, c'est-à-dire objectum vient du latin obicere, donc obicere, c'est-à-dire ce qui est jeté, ce qui est là devant, se présente devant et qui se présente à notre représentation. Donc l'objet existe, pour nous, existe uniquement en tant que pensé par nous. Pour la philosophie moderne, l'objet qui est pensé, pour être pensé, présuppose tout un travail de la conscience sur la représentation même. C'est-à-dire que faire un travail sur la représentation, c'est-à-dire sur comment nous représentons l'objet du réel, veut dire que nous faisons un travail d'autoconscience, c'est-à-dire un travail de conscience de soi. Donc, la représentation, c'est une présentation nouvelle de la chose déjà existante à nous-mêmes. Donc, pour comprendre, pour connaître les choses, nous devons nous les représenter puisqu'elles sont déjà à l'extérieur de nous-mêmes. Or, le contenu de la pensée, toutes les choses du monde qui sont en nous et pensées par nous, donc dérivent de notre représentation du réel. Donc,
c'est seulement un cogitatum, c'est quelque chose que nous pensons et qui devient pensé par nous-mêmes. Vous avez sûrement remarqué qu'entre le sujet pensant et l'objet pensé, entre les cogitans et les cogitatum, il y a l'intermédiation de la représentation pour que nous puissions connaître l'objet. Mais le problème de la philosophie moderne, problème qui n'existait pas pour le grec et Heidegger le met bien en évidence, c'est que il y a une problématisation dans la philosophie moderne de la coïncidence entre nos représentations et la réalité extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui nous dit que ce que nos représentations reproduisent en notre esprit exactement l'objet comme il est? Qui nous dit que l'élaboration de notre conscience n'altère pas la vérité, voilà, la vérité de l'objet, c'est-à-dire l'objet en tant qu'il est. Pouvons-nous percevoir, est-ce que nous percevons l'objet tel qu'il est, ou nous travaillons cet objet, ou ce que nous percevons n'est qu'une illusion. Donc, c'est-à-dire que se pose le problème de la vérité, et la vérité ne suffit même plus, parce que dans la philosophie moderne, la vérité qui, pour les Grecs, était objective, maintenant l'objectivité de la vérité ne suffit plus, parce qu'il faut la certitude. Il faut que à l'élément objectif de la vérité s'ajoute l'élément subjectif de la conviction, c'est-à-dire que la certitude est subjective. La subjective est subjective dans le sens que, non pas qu'elle est relative. Attention à ne pas confondre ici les concepts subjectifs comme synonyme automatique de relatif, que tout est relatif. Non. Subjectif ici veut dire que le sujet percevant, qui est forcément le sujet, parce que le sujet percevant, la perception est c'est seulement l'homme qui peut percevoir en ayant l'autoconscience de sa représentation. Il est clair que la certitude est subjective, c'est-à-dire concerne les sujets pensants, donc subjective ne veut pas dire relative, et donc on cherche une détermination, Heidegger le met en évidence, ou une qualité subjective mentale, humaine de l'homme, c'est-à-dire on cherche ce qui est défini comme certain. Or, puisque à partir de Descartes, le seul être qui porte un jugement sur le vrai et le faux est l'être humain et la source du vrai et du verum et certum en latin, c'est-à-dire du vrai et certain. La vérité ne suffit plus, la vérité objective. Il faut que la vérité objective soit accompagnée par la certitude subjective que soit confirmée par la certitude subjective de la vérité de l'objet. Donc je comprends que c'est une vidéo particulièrement peut-être complexe, mais je suis certain que vous, passionnés de philosophie, vous le suivrez très bien. D'ailleurs, la philosophie, c'est comme ça. c'est la passion et le charme de cette matière. Pourquoi? Parce que la question de la certitude, pourquoi s'ajoute? Parce que nous pouvons être certains des choses vraies, mais nous pouvons aussi être certains de choses fausses. C'est-à-dire de choses que nous croyons vraies, être vraies, alors qu'elles sont fausses. La certitude est un état mental, un état de la pensée subjectif, de la conscience et de l'esprit. Le problème, donc, de la philosophie moderne, la problématisation, c'est la coïncidence entre nos représentations et la réalité extérieure, qui n'est plus automatique. Le problème, donc, je répète, est de faire coïncider les cogitatum, c'est-à-dire ce qui est pensé par nous, en latin, ce qui est connu,
ce qui est pensé, ce qui est connu. Donc, en latin, s'appelle, dit Heidegger, id quod cognoscitur, ce qui est connu. C'est le problème de le faire correspondre, de comment savoir si ce que nous pensons correspond à la vraie réalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Heidegger met en évidence aussi, c'est que le cogitatum, c'est-à-dire ce qui est pensé pour nous, l'objet pensé, s'autonomise par rapport au monde réel. Et déjà, ça chez Descartes. Donc, la question est la suivante pour résumer. Qui nous dit, qui nous assure que nos représentations correspondent exactement à la réalité extérieure? C'est ça le problème de la philosophie moderne. En faisant un pas en arrière, ceci étant dit, pour les Grecs, et Heidegger le met très bien en évidence aussi un peu partout dans ses questions et réponses, questions 1 et 2, d'un chemin qui ne mène nulle part. Chez Hegel et son concept de l'expérience, Heidegger, en prenant la philosophie hegelienne qui analyse la philosophie grecque, les concepts d'expérience chez les Grecs, puis l'époque des conceptions du monde, c'est-à-dire les temps modernes. L'époque des conceptions du monde sont les temps modernes, caractérisés par, comme je disais en ouverture de la vidéo, le Weltbild, c'est-à-dire une image du monde. Alors, pour les Grecs, dans la philosophie de Grec, ce problème de la coïncidence, de la certitude et de la vérité, pour les Grecs, n'existe pas. C'est-à-dire que la philosophie grecque est inspirée par le réalisme. C'est-à-dire que pour les Grecs, l'identité de certitude et vérité est une identité immédiate. Donc il n'y a pas les problèmes de la représentation. Bien sûr qu'il y avait la représentation des objets à l'extérieur de nous, mais les problèmes de la représentation ne se posent pas pour le grec, dans la philosophie grecque, puisque la vérité constitue le contenu immédiat de la certitude. Donc Heidegger le met en évidence très bien. La certitude est le contenu immédiat de la pensée. Je recommence, je l'ai dit, donc il y avait mon chien qui aboyait un peu, adorable, un chien philosophe. Et donc la vérité constitue le contenu immédiat de la certitude. Donc d'un côté, nous avons le sujet pensant, de l'autre l'objet pensé. L'objet pensé pour le grec est déjà certain et vrai, et il n'y a pas tout un travail sur la représentation subjective de l'objet. Donc, pour les Grecs, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'intermédiaire entre le subjectum cogitans, c'est-à-dire le sujet pensant, et le cogitatum, c'est-à-dire ce qui est pensé. Pourquoi? Parce que pour les Grecs, le monde existe réellement et indépendant, et il est réel, le monde pour les Grecs, il est indépendant par rapport à nous. Donc, c'est-à-dire que l'homme, en tant que sujet, en fait, le concept de sujet pour les Grecs, tout peut être sujet. Un sujet grammatical, un animal peut être un sujet, un objet inanimé est un sujet. Donc, le sujet ne s'élève pas comme dominateur et autonome, indépendant et source de la certitude et de la vérité comme dans la philosophie moderne. Pourquoi dans la philosophie moderne le sujet cherche à confirmer, analyser sa représentation? Parce que ce n'est plus Dieu la source, le centre, donc c'est une conception anthropocentrique, donc qui naît dans la philosophie une anthropologie philosophique. L'homme est au centre, donc c'est l'héritage de l'humanisme et de la Renaissance. L'homme est au centre de l'univers. Le seul être pensant est l'homme, donc c'est lui qui pense la source de la vérité. Parce qu'il se représente le réel, mais le problème est justement de confirmer que cette représentation, cette image du monde, correspond au monde en tant que tel qui est réellement. Hein.
Donc, il faut être certain que la représentation que notre conscience se fait des objets extérieurs est réelle. Or, pour les Grecs, cela n'existe pas, puisque l'homme, si nous prenons par exemple, et pas que pour les stoïciens, l'homme est un fragment de la nature, c'est pas l'homme qui est, même pour Platon, l'homme n'est pas au centre de l'univers, c'est le cosmos dans lequel l'homme est inséré, et donc c'est une réalité qui est indépendante, tout à fait indépendante de l'homme, et qui englobe l'homme. Donc le point de départ pour le grec n'est pas l'homme, mais le point de départ est l'univers, le cosmos dans lequel l'homme est inséré. Et donc l'univers, le monde existe réellement et objectivement, il est réel, indépendant par rapport à nous. Voilà la conception liste entre pensée et réalité. Le grec, la pensée, vous voyez comme c'est différent. Hein, donc, pour le grec, la pensée existe, saisit immédiatement la réalité telle qu'elle est. Donc la pensée est les moyens par lesquels le réel se manifeste. Donc Heidegger met très très bien en évidence ces concepts. Vous voyez comme déjà à partir de Descartes, comme quoi on ne peut pas ne pas connaître Descartes, parce qu'avec Descartes, il est considéré comme le fondateur, le père de la philosophie moderne, mais bien la philosophie moderne ne naît pas à minuit, une minute avec Descartes. Hein. Donc c'est clair que les processus de la pensée, historiquement, sur le plan historique et sur le plan philosophique, ne se font pas d'aujourd'hui au lendemain, mais à travers les siècles. Cette idée du cogito, il existe donc de sujet pensant, existe déjà chez Augustin, en termes différents par rapport à Descartes, mais cette antériorité, donc cette certitude, cette vérité, il faut la chercher dans notre intériorité, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on parle déjà d'un cogito augustinien, où la certitude doit être cherchée à l'intérieur, dans les profondeurs de notre être. On parle déjà dans l'humanisme, avec le moine Tommaso Campanella, déjà, l'idée d'un sujet pensant qui anticipe Descartes. Donc, vous voyez, mais donc l'apogée et la systématisation et le développement de la philosophie moderne advient avec Descartes, effectivement. Alors, concernant les temps modernes, alors je reprends ici, dans les temps modernes, dans la conférence L'époque des conceptions du monde, je reprends le concept heideggerien qui fait une analyse magnifique. Moi, je vous conseille vraiment de la lire. Donc, pour le grec, on n'est pas dans la perception. Mais, c'est-à-dire, la perception caractérise, la perception percipere en latin veut dire recueillir, prendre ensemble. Donc, quand je perçois quelque chose, je recueille l'objet que je perçois, je le prends ensemble et cet objet pénètre dans ma conscience. Donc la perception veut dire connaissance dans la philosophie moderne. Pour les Grecs, ce n'est pas la perception qui est au centre de leur réflexion, mais c'est le temps, c'est-à-dire ce qui existe dans la nature, dans les cosmos, qui regarde et englobe l'homme. Donc voilà la différence, c'est-à-dire que le point de départ philosophique de Grec, le point de départ philosophique à partir grosso modo de Descartes, de la philosophie moderne n'est plus le même. C'est-à-dire que pour le grec c'est le cosmos et du cosmos on va vers l'homme. Pour la philosophie moderne on ne parle pas de l'étang naturel qui englobe l'homme, l'étang du cosmos qui englobe l'homme, mais on part de l'homme pour remonter après éventuellement vers Dieu et ou vers d'autres vérités ou l'analyse de tout ce qui existe. Pour les Grecs, l'homme n'est pas un problème, ne possède pas ce problème de la représentation comme pour les modernes. Donc l'homme grec ne se fixe pas soi-même par rapport à l'étang, à ce qui existe. Il ne se met pas lui-même en scène. Donc ça c'est Heidegger donc qui, alors c'est pas une citation, c'est le concept. C'est pas l'homme qui se met en scène, mais c'est le cosmos qui est
en jeu, en scène, et l'homme est un élément, un fragment de l'univers pour les Grecs. C'est exactement le contraire pour penser dans les temps modernes. C'est-à-dire que dans les temps modernes, dit Heidegger, ce n'est pas une citation, c'est le concept, le monde devient image conçue. Ce qui existe devient étant, existant, étant donc existant, seulement de cette manière. C'est-à-dire que l'étant est assigné, fixé et arrêté dans son domaine spécifique d'assignation. Cette interprétation moderne est étrangère au monde grec. Donc l'analyse, je trouve cette analyse magnifique, absolument pénétrante, colossale, approfondie que Heidegger fait. Et vous voyez, je vous lis cet extrait tiré toujours de l'ouvrage Chemin qui ne mène nulle part, de la conférence L'époque des conceptions du monde. Il dit: l'interprétation moderne de l'étant est encore plus étrangère au monde grec. Un des énoncés les plus anciens de la pensée grecque sur l'être de l'étant dit, je le prononce, donc c'est la phrase grecque ici, to gar auto noein estinte kai einai. Donc, cette phrase de Parménide veut faire entendre que l'être appartient parce que par lui requise et déterminée l'entente de l'étant. Le temps, c'est l'épanouissement de ce qui s'ouvre, de ce qui, en sa présence, arrive à l'homme comme au présent, c'est-à-dire comme à celui qui s'ouvre lui-même, à la présence des présents, en la laissant entendre, l'entendant ainsi lui-même. Donc c'est dans la version, donc cette phrase to gar auto noein estinte kai einai, donc penser et être et aussi être, c'est comme dit penser et être sont la même chose. Je le reprends ici, Heidegger dit: Parménide veut faire entendre qu'à l'être appartient parce que par lui requise et déterminée l'entente de l'étant. Donc à l'être appartient tout, mais il y a une distinction entre être et étant. Le concept d'étant et d'être, on le reprendra dans d'autres vidéos. La nouveauté, dit Heidegger, le met bien en évidence. Il dit ici, par rapport à l'entente grecque entre étant et être, la représentation moderne signifie tout autre chose. C'est Heidegger qui parle. Cette signification s'exprime le plus clairement dans les mots de représentatio, comme je vous disais. Représenter signifie ici faire venir devant soi, en tant qu'obstant, gegenstehendes, ce qui est là devant, das Vorhandene. Le rapporter à soi, qui le représente, le réfléchir dans ses rapports à soi, en tant que région d'où échoit toute mesure. Où une telle chose advient, l'homme est fixé quant à l'étant, ils sont fait l'idée, il y est, der Mensch setzt über das Seiende sich ins Bild. Voyez comme là, il met en évidence le problème de la représentation, de présenter à nouveau, de faire venir devant soi, de appeler devant soi ce qui est devant nous, de le rapporter à nous. Et donc, si nous rapportons à nous l'objet, nous le représentons. Donc, c'était, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'était complètement différent pour le grec. Donc, le temps, l'objet qui existe, devient dans la philosophie moderne une image conçue, dit Heidegger. Ainsi, l'homme devient le représentant de l'étant, étant veut dire ce qui existe. Ainsi, l'homme devient le représentant de l'étant au sens d'obstant, gegenständiges. Donc, voilà, centralité dans la philosophie moderne de l'homme qui dispose, dit Heidegger,
réduit à lui-même, l'homme dispose la manière dont il a à se situer par rapport à l'étant en tant qu'objectif. Magnifique cette explication, cette réflexion heideggerienne sur le Weltbild, c'est-à-dire que la nouveauté de la philosophie moderne, c'est que le monde devient une image, devient une représentation. Pour le grec, le monde était déjà une vérité qui coïncidait avec la certitude, parce que le monde était complètement indépendant par rapport à l'homme. Ici, dans la philosophie moderne, le monde n'est plus indépendant parce que le monde, avec Descartes, parce que l'homme, pardon, le sujet pensant, est lui-même celui qui construit la vérité. C'est lui qui construit sa représentation du monde. Donc, il y a la nécessité de savoir si cette représentation est vraie ou pas. Pour le grec, je fais ce va-et-vient, ce ping-pong, mais ça fonctionne comme ça en philosophie aussi, vous le savez, sûrement vous le savez. Il est clair que cette idée de la vérité qui est un état de choses donc objectif, le monde vrai ne suffit plus dans la philosophie moderne. C'est très intéressant, par contre, dans Heidegger, questions 1 et 2, il y a les tomes aussi, si vous voulez les lire, questions 3 et 4, questions 3 et 4, où vous trouverez la lettre sur l'humanisme, la très célèbre lettre sur l'humanisme, donc la réponse à Sartre, etc., à l'existentialisme, etc. Dans la section question 2, Hegel et les Grecs, selon Hegel, Heidegger reprend cette analyse que Hegel fait de Descartes, dans le cadre, si vous connaissez un peu Hegel, mais je ne peux pas reprendre Hegel ici, c'est pas possible, mais dans le cadre de ce qu'on appelle la dialectique spéculative de Hegel, le concept du speculari latin. Speculari vient de speculum. Speculum veut dire miroir. Donc la spéculation, l'activité théorique, l'activité de représentation est une activité de miroir qui reflète qui est censée refléter l'objectivité du monde à l'extérieur de nous-mêmes. Et la dialectique spéculative, dit Heidegger, Hegel l'appelle aussi tout simplement la méthode. La méthode qui est le cœur de la philosophie cartésienne, parce que Hegel ici, comme Heidegger le met en évidence, réfléchit sur Descartes, donc le père de la philosophie, le fondateur de la philosophie moderne, et sur le concept de méthode. Méta ton odon, c'est-à-dire le chemin, la méthode est un chemin à suivre pour analyser ce rapport entre sujet-objet selon Descartes. La méthode est pour Hegel la dialectique spéculative, dit Heidegger dans cet article Hegel et les Grecs. Dans ce cadre de la thèse-antithèse, vous savez, classique, le hegelien, la dialectique de la thèse, de l'antithèse et de l'Aufhebung, c'est-à-dire du dépassement, Aufhebung, le terme très difficile en tout cas à traduire, Aufhebung, disons ce dépassement de l'opposition de l'antithèse et de la thèse, mais qui reprend, qui contient en lui-même le Aufhebung, la thèse et l'antithèse. Selon Heidegger, et sur la base de Hegel, Descartes, cette antithèse commence par Descartes, c'est-à-dire que le sujet est posé pour la première fois comme sujet, comme je vous disais tout à l'heure. Donc Heidegger souligne ce concept fondamental
c'est-à-dire que le sujet qui se pose pour la première fois comme sujet qui devient le centre de la représentation n'existait pas dans la philosophie précédente, et encore moins dans la philosophie grecque, parce que les points de départ n'étaient pas les mêmes. Et le sujet comme posé pour la première fois comme sujet percevant et la relation avec les objets deviennent représentables. Les sujets et les objets deviennent représentables pour la première fois comme objets. Donc, les objets deviennent objets, considérés comme objets pour la première fois dans la philosophie moderne. Donc, la relation sujet-objet est conçue désormais à partir de Descartes, et Hegel aussi l'interprète sous une forme d'une dialectique historique et philosophique, sous la forme de l'opposition opponere. Opponere, en latin, ça veut dire poser devant. Et donc comme antithèse. Donc l'objet qui se pose comme antithèse au sujet percevant l'objet, le sujet percevant, le sujet connaissant, et donc il s'instaure cette relation sujet-objet. Dit ici Heidegger, la relation, je le cite dans l'article Hegel et les Grecs, la relation sujet-objet apparaît en pleine lumière comme opposition, comme antithèse. En revanche, toute philosophie avant Descartes se limite à une pure représentation de l'objectif. Même l'âme et l'esprit sont représentés sur le mode de l'objet, quoiqu'ils ne le soient pas comme tels. Donc, et puis il continue. Donc, que bien sûr qu'il existe une relation sujet-objet dans l'Antiquité aussi, mais elle n'est pas considérée comme opposition, comme un problème de la représentation. Avant Descartes, jusqu'avant Descartes, la représentation existait, bien sûr, mais la représentation était pure. C'est-à-dire la pure représentation de l'objectif, comme dit Heidegger ici, veut dire qu'il n'y a pas un problème de la certitude de la représentation. La représentation que nous faisons du monde extérieur est déjà objective. Nous n'avons la vérité, la certitude coïncident déjà dans l'objet perçu. Et ce n'est pas le cas de la philosophie moderne. Dans Hegel et les Grecs, Heidegger met en évidence qu'avant Descartes, en effet, toute philosophie se limite à une représentation de l'objectif. Les sujets donc existaient, mais ils n'étaient pas encore compris comme sujet chez les Grecs, comme sujet dans le sens moderne du terme. Donc, pour reprendre Descartes, Descartes est le premier qui commence dit Hegel, dit Heidegger aussi, qui commence la détermination de l'être à partir du sujet posé sciemment. Donc le cogito cartésien est le sujet posé sciemment, qui se pose comme une détermination de l'être. C'est très intéressant parce que cette analyse que Heidegger fait à travers Hegel aussi, c'est que Parménide, que j'avais cité tout à l'heure, selon Hegel, la pensée maîtresse de Parménide, je cite Heidegger qui reprend Hegel, est bien plutôt énoncée dans la proposition qui dit être et pensée sont les mêmes. C'est-à-dire que l'être est la pensée qui est, en tant que la pensée qui est, l'être est une production de la pensée. Et en effet, l'être est une production de la pensée, mais si en effet nous réfléchissons sur le cogito cartésien, le cogito sum
est le je pense, je suis. Et donc, la pensée indique l'être. La pensée indique l'existence. C'est à travers la pensée que nous saisissons l'existence. Y compris notre existence, bien sûr, déjà notre existence. Le sujet est, je pourrais dire même, terriblement complexe, fascinant. Je voudrais passer maintenant à quelques concepts alors, que je reprends, mais toujours sur la base de l'analyse de heideggerienne. Le premier point, le changement radical de la philosophie moderne advient dès Descartes. Dès Descartes parce que, comme j'avais dit, le mot sujet est réservé à l'être connaissant. L'être connaissant qui se pose en opposition aux êtres qu'il connaît, ceux qui reçoivent le nom d'objet. Donc les êtres connus par le sujet pensant reçoivent le nom d'objet. D'ailleurs, je l'avais déjà anticipé tout à l'heure. La révolution cartésienne consiste donc, et qui caractérise la philosophie moderne, consiste dans le fait que le seul sujet est le sujet pensant, donc le cogito, comme j'avais dit, j'avais déjà anticipé. Le cogito est le noyau que le doute n'a pas pu entamer. Je pense, je suis. Le je pense, donc je suis, résiste au doute. Heidegger nous rappelle la fameuse phrase de Hegel à propos de Descartes. Voici la phrase de Hegel très célèbre. Avec lui, c'est-à-dire Descartes, nous entrons à proprement parler dans une philosophie autonome. Ici, pouvons-nous dire, nous sommes chez nous, et nous pouvons, comme les navigateurs, après un long périple sur la mer de montée, crier terre. Donc, tirer des œuvres complètes de Hegel. Heidegger donc reprend cela et explique la citation de l'ego cogito cartésien, le je pense, je suis, qui constitue le sol ferme, la première vérité certaine. Donc, où la vérité et la certitude coïncident définitivement. La première vérité certaine, claire et évidente, le sol ferme sur lequel la philosophie peut s'installer dans sa vérité et dans sa plénitude, dit Heidegger. Chez Descartes, l'ego devient le subjectum, c'est-à-dire le sujet qui donne tout à sa mesure. Donc, l'homme devient la mesure. Alors, la mesure, mais pas dans le sens de Protagoras. La mesure dans le sens d'un être subjectif, pensant, donc percevant, qui découvre en lui-même la vérité et la certitude de la pensée, donc de l'être. Heidegger dit, je le cite, « La subjectivité comme ego cogito est la conscience que représente quelque chose, rapporte en retour à elle-même ce qui est représenté et ainsi le recueille chez elle. » Heidegger. Donc, le recueil, c'est ça la représentation, là, le fait de recueillir quelque chose, de la perception. Ce qui est représenté est perçu, donc il est pris ensemble, il est recueilli dans notre conscience. Le sujet, c'est lui-même comme étant qui conditionne et de qui dépend toute objectivité. Donc on ne parle plus de l'objectivité, mais on parle du sujet percevant. C'est le sujet percevant qui conditionne l'objet. Donc l'objectivité et l'existence certaine des objets dépend non plus de l'objet, des objets
en eux-mêmes comme pour les Grecs, mais dépend du sujet percevant. C'est nous qui construisons la vérité, la représentation et la vérité. Pour Hegel, met en évidence Descartes, l'histoire de la philosophie est l'autodécouverte de la pensée. Magnifique. L'histoire de la philosophie est l'autodécouverte de la pensée. L'homme autodécouvre sa propre pensée. Et cela, dans la relation avec l'objet, le sujet constitue sa subjectivité. Donc, c'est intéressant parce que Heidegger fait une réflexion sur la dialectique hegelienne, c'est-à-dire que pour constituer sa subjectivité, le sujet, dans la vision hegelienne, doit entrer en relation avec l'objet. Et c'est l'objet qui constitue la subjectivité. Le sujet se constitue, selon Hegel, dans cette relation avec l'extériorité, dans le fait que le sujet sort de lui-même pour s'emparer de l'objet, et l'objet rentre dans le sujet, et donc il y a un mouvement de thèse et antithèse, donc une dialectique qui s'instaure avec la philosophie moderne. Les speculari, comme je disais, speculum veut dire miroir. Le miroitement, il y a le miroitement dialectique de la représentation, c'est-à-dire nous fonctionnons selon la logique de la représentation, et ça veut dire que la logique de la réflexion. Réflexion. La flexion, c'est-à-dire l'objet se reflète dans le sujet. Descartes l'avait compris, Hegel le reprend, Heidegger dans sa réflexion le reprend aussi à travers Hegel dans l'article « La conférence Hegel et les Grecs ». Et donc, l'objet se reflète dans le sujet, dans l'opposition, donc dans cette scission entre le sujet et l'objet. Comme il y a une réflexion, la réflexion de la lumière par un miroir, dans notre relation avec les sujets, les objets extérieurs, la réflexion veut dire qu'il y a un retour de la pensée sur soi-même après avoir saisi l'objet. Et donc, cette action de la réflexion, c'est-à-dire du retour de la pensée sur soi-même, est l'action qui permet de rendre quelque chose à l'esprit. Donc, de reproduire en lui des images, de concrétiser notre pensée au moyen des sens ou de la mémoire. Donc, Descartes a cette intuition, Hegel la reprend dans le cadre de sa philosophie de la dialectique, Heidegger reprend l'analyse de Descartes et de Hegel pour approfondir les caractéristiques fondamentales de la philosophie moderne. Tout ça parce que cette analyse après le cogito cartésien, on verra aussi l'analyse, la critique de Heidegger dans Sein und Zeit par rapport au cogito. Autre élément, donc on a vu qu'il y a cette instauration du rapport entre sujet et objet. L'antithèse, dit Heidegger, il y a cette antithèse qui commence par Descartes, qui pose, comme je disais, pour la première fois, le sujet et l'objet qui deviennent représentables pour la première fois. Donc, la relation entre sujet et objet est une relation donc
d'antithèse, d'opposition. Comme je vous disais, cette analyse impliquera une analyse aussi de la vérité, la conception de la vérité pour les Grecs, toujours dans les cadres heideggeriens. Donc, dans les cadres heideggeriens et de l'analyse de la philosophie de la subjectivité. Et il y aura aussi la relation et la caractéristique de la nouvelle vision de la science par rapport à la philosophie moderne. Je vous remercie. Je vous renvoie à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.